Deuxième partie, vous avez constaté que j'ai été brutalement interrompu. Ma connexion Internet a cessé de fonctionner. Et ce que vous avez entendu, ce petit bout de Hi Guys, c'est les commentaires, je ne sais si c'est de Marc Bergevin ou de Claude Julien, l'entraîneur du Canadien de Montréal, qui a été démis de ses fonctions, l'entraîneur du club de hockey, le Canadien de Montréal, qui a été démis de ses fonctions aujourd'hui suite à une série de défaites consécutives. Alors, et si, je ne sais si les partisans des amateurs de football en Europe accordent encore de l'importance au sport professionnel dans le contexte actuel, en tout cas dans le contexte pandémique actuel. Moi, je dois vous dire que cela me laisse d'une indifférence totale. Bon. Alors, ce que je vous disais, parce que bon, la vidéo va avoir deux parties, visiblement, je ne vais pas recommencer parce que toute la mise en scène du libraire affrontant les intempéries hivernales et défiant les forces de l'ordre, il est rendu 20h19, 15. Alors, j'ai vraiment, là, mon courage a des limites. Alors, donc, oui, Claude Effly souhaitait être inhumé dans la région de Charlevoix, inhumé debout avec face au fleuve, le majestueux fleuve Saint-Laurent. Et voilà, tel était son souhait. Est-ce que ses héritiers ont respecté ses dernières volontés? Je ne le sais. Mais, alors, le passage que je vais vous lire de cette correspondance-là, après je vais vous montrer trois ouvrages. C'est Miron, une correspondance non croisée. Je vais vous lire un seul passage où Miron va visiter, se promène dans la région où André Breton avait sa maison secondaire. Attendez, je vous montre les photos. Je ne sais pas si j'ai déjà montré ça, mais je vous le remonte. Hein. Alors ici, on voit ici à Saint-Cirque-la-Popie, Miron. Et Miron qui a été, qui a été très, très, très malheureux. Hein. Voilà. Alors il écrit le 3 février 1960. Mon cher Claude, je suis sensible plus que tu ne penses à ta solitude, que je sens être difficile, au combat intérieur que tu livres avec toi-même, à ce dessin généreux qu'est le périscope, ce que je vous ai montré hier. Je suis touché par la qualité de ton amitié et de ta fraternité aux autres. Tu me demandes si tu dois tout laisser tomber. Comment le saurais-je? Je suis tellement en dehors du coup depuis 2 ans. Je ne sais pas ce qui se passe en littérature. Écrire m'inspire une répulsion physique. Comment te faire sentir que je ne te laisse pas tomber en te disant que je ne peux absolument pas écrire quoi que ce soit? Ce n'est pas démissionner, il me semble, que faire autre chose. Je fais autre chose qu'écrire ou penser. Pour le moment, tout ce que je fais, c'est de résister à la maladie physique, de résister tant que je peux à la confusion et à la maladie psychique. Je ne savais pas que pour un malade, le seul horizon, c'est sa maladie. Sa seule préoccupation, c'est sa maladie. Je te jure qu'il m'est impossible de penser à autre chose. Depuis 4 ans, je n'ai pas lu 8 livres. Depuis mon arrivée en France, un seul. La question. On est encore dans l'Algérie, hein, c'est Alleg. Je pourrais aller le chercher, là, me dépêcher à vous le montrer sur les rayons, je vais m'abstenir. La question d'Alleg. J'ai commencé à lire Jean Reversy, mais je ne peux continuer. Ça demande trop de concentration et j'en suis malade. L'autre jour, à la suite de la représentation de Mère Courage, Bertolt Brecht, j'ai eu une crise à la sortie du théâtre.
Ça m'avait demandé un trop grand effort de concentration. J'avais le cerveau comme pressuré. La même chose m'est arrivée durant une conférence de Domnac. J'ai pris mes pilules d'urgence. Je ne savais plus rien dans ma tête. Tout était mélangé. C'est comme ça chaque fois. Une lecture suivie, même des journaux, produit les mêmes effets. Une lettre comme celle-ci me demande un tel effort que je dois m'étendre sur mon lit. C'est ce que je viens de faire. Cela dure depuis 2 ans. Au sujet du périscope, je crois que la formule est bonne, mais il m'apparaît de plus en plus que pour s'affirmer et obtenir une collaboration suivie, il faudrait que tu sois dans un grand centre. La littérature, pour ce que j'en sais, vit de contacts assidus de personne à personne, de réunions autour d'un café, d'une discussion chez un ami, etc. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je ne crois pas que les gars de partout te laissent tomber. Non, c'est autre chose qui tient à la nature même du phénomène littérature. La solitude est nécessaire sur le plan individuel en littérature. Sur le plan collectif, elle est inefficace, du moins en partie. Peut-être que nous pourrons en parler de vive voix prochainement. À bientôt, j'espère, Gaston. Et ici, une note en bas de page qui a été écrite par Claude Defly. Le 6 juin 1960, Mary, ma femme, quitte la ferme avec nos 2 enfants, Olivier et Catherine. Elle va rejoindre pour tout l'été ses parents qui demeurent à Pawcasset, près de Boston. Fin juillet, la saison des fraises achève et me voilà donc libre pour recevoir Miron qui arrive au Bertrude le 18 ou 19 juillet. Juste le temps de faire ensemble un beau voyage en Dordogne et de remonter la vallée du Lot jusqu'à Saint-Cirque-la-Popie. C'est d'ailleurs là que nous découvrons la maison d'André Breton, qui nous reçoit avec beaucoup de gentillesse, doublée d'une politesse légendaire. Comme il est seul avec sa femme, Breton nous conte avec humour ses démêlés avec les gardiens des grottes préhistoriques, mettant en doute l'authenticité de certaines fresques déjà classées. Un peu plus tard, comme nous déjeunons dans un restaurant de ce merveilleux village, André Breton viendra nous rejoindre avec sa femme pour continuer cette rencontre imprévue. Sa conversation nous enchante, sa simplicité nous surprend. Loin de Paris, Breton n'est plus le pape du surréalisme. Le soir même, dans une auberge de campagne, Gaston me parle longtemps de lui, presque à voix basse, comme pour mieux laisser passer ces paroles venues du cœur, fenêtre grande ouverte sur la nuit. On peut peut-être imaginer que c'est cette courte rencontre avec André Breton qui a permis une sorte de décloisonnement poétique, intellectuel, dans l'esprit de Gaston Miron pour s'approcher du surréaliste Roland Giguère. Mais évidemment, cette crise là, que décrit Breton à Paris, beaucoup d'écrivains québécois, canadiens, français, comme on les appelait en ce temps-là, ont souffert d'aphasie rendue en France. Beaucoup, et les complexes, hein, c'est assez terrible la condition québécoise. Aujourd'hui, on se pique d'être au-dessus de tout ça, d'avoir dépassé notre statut de colonisé. À cela, maintenant, s'ajoute la culpabilité d'avoir été des colonisateurs, doublée d'une autre culpabilité qui s'ajoute d'avoir été des colonisateurs qui ont échoué. Alors ça, c'est... Alors, voyez un peu le topo. Et bref, on est pourri de culpabilité. Et il m'arrive de lire ici et là dans des textes écrits par de jeunes personnes, de jeunes auteurs qui se disent affranchis, mais qui souhaitent presque la disparition de l'être québécois en terre d'Amérique. Soit la disparition, on ne mérite pas d'être là, on a volé la terre des Autochtones,
on est des êtres veules, on a échoué 2 fois le projet de l'indépendance, qui était la seule avenue possible pour, pour rédimer l'échec de la colonisation. Hein. Et donc, cette espèce de désir-là, de disparition, un désir puissant de disparition, tout en se disant libéré de la question existentielle. Alors, c'est... Il y a une sorte de je dirais, d'avancée presque dans la déchéance. Hein. Alors, le sursaut nécessaire, le sursaut de fierté nécessaire, le sursaut de... Mais évidemment, euh, parce que faut bien comprendre, dans la vie réelle, non pas la vie rêvée, les rapports humains, les rapports de groupe, sont dictés par des rapports de force. La question des, de la force, des rapports de force, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas trop voir, surtout quand on n'est pas en position soi-même de force. Tandis que celui qui détient le pouvoir, et puis le pouvoir peut s'exercer de mille et une manières, parfois il est discret, parfois il est même gentil. Hein? Ce qu'André d'Allemagne, un des fondateurs du RIN, disait, un gentleman, une colonisation de gentlemen. Hein? On décide de ce que vous allez faire, mais on s'arrange pour vous faire croire que peut-être vous avez votre mot à dire là-dedans. Alors je lis donc souvent ça, cette détestation-là de soi, augmentée par un détachement. Alors, on ne se sent plus concerné par le fait québécois. Et ce fait-là québécois, quand il est évoqué ou annoncé, il est immédiatement voué aux gémonies. Il est on veut l'effacer. Alors voilà, on veut l'effacer et on s'approche, euh, on se glisse dans les rangs des accusateurs et on se retrouve à la fois dans le box des accusés et à la fois dans le box des accusateurs. Et tout à coup, on se joint à la liste des grands assassins, des grands exterminateurs, des grands ethnocidaires. Mais à ce petit jeu-là, euh, eh bien, sans doute, on va y laisser notre peau, d'après moi. Et, euh, et je me permettrai un petit commentaire politique aussi. Les woke qui sévissent, c'est le nouveau visage du colonialisme. Alors, c'est une façon de nous rappeler notre infériorité. Ils sévissent partout, ils sévissent en France. Beaucoup disent que c'est importé des États-Unis. On a pu voir lors de la dernière campagne électorale, nous étions tous devenus des spécialistes de la politique américaine. La politique américaine nous intéresse plus que la politique qui a lieu dans nos pays. En fait, j'aurais envie de dire maintenant, nous sommes à la fois, nos dirigeants sont devenus des vassaux des impérialistes américains et les habitants, ils sont devenus les provinciaux. Alors, nous sommes tous devenus des provinciaux. Mais il y en a qui sont un peu plus provinciaux que d'autres, c'est-à-dire les Québécois. Et nous, eh bien, ayant été le seul peuple dans les 3 Amériques ayant échoué dans son projet colonial, eh bien, nous allons être punis. Les autres ne sont tout simplement pas punissables. Les États-Unis vont peut-être jouer, vont faire la morale à tout le monde, vont s'offrir en modèle de vertu à tous les peuples de la Terre, et en même temps, eh ben, je veux dire, ils vont continuer à exercer une domination presque, ce que Mathieu Bellil appelait l'empire invisible, une domination des esprits, une domination des consciences, de l'économie,
C'est un plan Marshall puissance 10. Euh, et, et voilà tout. Je me suis beaucoup égaré, mais ce qu'on entend dans la souffrance de Miron en France, c'est ce rapport. c'est, c'est à la fois la nostalgie que n'éprouvent plus les jeunes écrivains, mais la nostalgie, en tout cas la majorité des très jeunes écrivains québécois, euh, cette nostalgie-là de la mère patrie qui a été là sans doute jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est Pierre Vadeboncoeur, l'essayiste Pierre Vadeboncoeur, qui racontait, j'ai dû le dire dans une ou l'autre de mes innombrables vidéos, qui racontait que quand les Allemands sont rentrés dans Paris, lui, Vadeboncoeur, en écoutant ça à la radio, il disait, ben là maintenant euh, les Anglais du Québec, vont encore plus nous mépriser. Et c'est effrayant tout ce qui peut se dire sur le Québec, tout ce qui se dit dans ce supposé pays, mais on n'a pas de rapport de force. Il n'y en a pas de rapport de force. Il fallait quitter la scène, mais quitter la scène, le prix à payer aurait été extrêmement élevé. Un État, aucun État au monde n'accepte de voir une partie de son territoire amputée, une partie de ses prérogatives transformées, une partie de ses droits acquis envolés, une partie de ses privilèges, une partie ne serait-ce que les privilèges symboliques. Alors, ça a été une bataille extraordinairement difficile. Alors, voilà. C'est fin de l'éditorial politique, mais il faut entendre la souffrance de Miron, parce qu'on est au début des années 60. Par la suite, voilà. Alors, par la suite, c'est comme ça qu'on déblaye les trottoirs, hein? Vous avez vu? Les machines sont à l'œuvre. Et par la suite, Miron retourne au Québec. Il prend de la bouteille, il prend de l'assurance, il réussit à surmonter sa crise névrotique, qui confine presque à la psychose. Et il devient l'homme rapaillé. Hein, son homme rapaillé qui est publié en 70. J'ai l'édition à quelque part. Moi, je l'ai lu. J'ai dû lire Miron. La première fois que j'ai lu Miron, je devais avoir peut-être 15 ou 16 ans. Et très curieusement, je l'ai lu dans l'édition de François Maspero. Et là aussi, c'est là où Miron a fini. Bon, il est devenu ami avec André Frénaud, entre autres. Et les Gayvic, les contacts qui s'est fait par la suite, parce qu'il est retourné plusieurs fois en France. Alors, il a fini, et je pense en fait qu'il a fini par être validé par des interlocuteurs de qualité, interlocuteurs de qualité français, belges, et que ça l'a rassuré quant à son talent d'écriture, ça l'a rassuré quant à la validité de sa démarche poétique et intellectuelle. Et là, il a pu, avec cette assurance acquise au contact de confrères poètes, il a pu établir des contacts, il a pu établir des réseaux, il a pu enfin prendre son envol. Mais ça a toujours été difficile, toujours été laborieux, compliqué. Euh, bon, voilà. Alors, je vous montre 3 choses. En fait, 2 choses, mais en 2 tomes. Alors, c'est Le bruit court. C'est l'autobiographie. Je vous avais lu il y a 2 jours, simplement à mes enfants et à mes 70 lecteurs. Pour avoir 70 lecteurs, il n'en faut pas davantage parfois. Alors, c'est publié, je vous le montre, aux ateliers du Cœur Noir. Et je vais vous montrer une page ou 2 au hasard. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est manuscrit. C'est
holographique. Ah, je vous montrerai. J'ai plein de choses avec lui. Je vais me limiter à ça ce soir. Hein? Une vidéo en 2 parties. Alors, voyez, je m'approche. Vous la voyez comme il faut. Et ça a été tiré. C'est un petit tirage, hein? 80 exemplaires, si je ne m'abuse, ou 70 peut-être. La préface est de Marc Desjardins. Marc Desjardins, qui est un éditeur qui fait un travail extraordinaire, selon moi. Le temps volé, le nom de sa maison d'édition. Je vais vous en parler demain, puis peut-être même après-demain, mais c'est sûr que je vais vous en parler parce que beaucoup d'ouvrages de Claude Effly ont été édités par Marc Desjardins. Et Marc Desjardins, c'est l'exemple même de ce que Jérôme Peignot appelait à la fois l'intégration des canons typographiques jouxtés à les innovations technologiques. Alors, Marc Desjardins a réalisé des livres à petit, très petit tirage, mais avec d'extraordinaires écrivains. Et qui, devant la beauté des objets, parce que l'objet livre, il est magnifique, mais il s'est adapté aux nouvelles technologies tout en respectant les canons de base. Alors, c'est une sorte d'hybridation entre l'ancien monde, mais ça, Jérôme Peignot, probablement Marc Desjardins, connaît bien le travail de Peignot. Alors ça, Peignot saluait ça. Alors, parce qu'il ne faut pas... on ne reste pas non plus... Oui, on peut rester, évidemment, attaché aux traditions, mais on s'appuie sur les traditions pour aller en avant. On peut pas faire tabula rasa, c'est pas possible. On peut le faire, mais on va tomber dans un vide d'insignifiance assez rapidement. Alors, je vais aller voir la justification du tirage, peut-être. Mais il me semble que c'est 70 ou 80 exemplaires. Ça dépasse pas ça, en tout cas. Ben voilà. Donc, Marc Desjardins, qui a fait la préface. Mais, faut pas que je m'en aille trop loin, parce que je vais vous lire un petit passage. Je vais vous le lire tout de suite. Et... alors, c'est le 16 juin 1960. J'ai quand même de la suite dans les idées. Alors, alors, le 6 juillet 1960, pour m'aider à terminer la campagne des fraises, ma sœur Françoise et son fils Thierry arrivent de Genève. Vers la mi-juillet, Gaston Miron m'annonce son arrivée. Nous passerons 15 jours ensemble et je m'en réjouis, puisque la saison des fraises terminée, je pourrai lui consacrer tout mon temps. Très impressionné par les fraisiers, Gaston me conseille, ici entre guillemets et souligné, d'étendre cette culture à toute ma propriété. En entendant de faire fortune avec les fraises et les prunes, car 800 pruniers ont été plantés en 1958, Gaston désire se balader dans le pays vers la Haute-Dordogne de préférence. Et c'est ainsi que nous arrivons à Saint-Cirque-la-Popie, joli village dominant la vallée du Lot. Gaston sait qu'André Breton possède au cœur de cet ancien village une belle maison, facile à trouver. Pourquoi, me dit Miron, n'irions-nous pas lui rendre une petite visite? Sans hésiter, l'auteur de La Marche à l'amour frappe à la porte du surréalisme. André Breton vient nous ouvrir, nous reçoit avec courtoisie et une simplicité inattendue. Quelqu'un nous aurait dit que loin de Paris de sa cour, Breton était un homme tout à fait charmant. Ah oui, quelqu'un nous avait dit, pas nous aurait dit, pardon. Un peu plus tard, il viendra lui-même nous rejoindre avec sa femme au restaurant et passera tout l'après-midi avec Gaston et moi. Breton et Miron parlent de poésie, et puis Breton aborde le sujet des grottes préhistoriques nombreuses dans la région. André Breton se dit sceptique quant à l'authenticité
de certains dessins, mais il n'en dira pas plus. Se tournant soudain vers moi, jusqu'à présent silencieux, il me demande... Il me... il est difficile à tenir, ce grand cahier. Il me demande ce que je fais. Arboriculteur, fraisiculteur du côté de Sainte-Foy-la-Grande. Légèrement surpris, il doit se demander ce que fait Miron, poète québécois, avec un cultivateur français. Il n'insiste pas. Je n'insiste pas. Non, il n'insiste pas et nous nous quittons, bons amis. Le soir même de cette journée inoubliable, nous nous retrouvons, Gaston et moi, dans un modeste hôtel, dans une même chambre, propice sans doute aux confidences. Après un long moment de silence, Gaston, étendu sur son lit, me confie ses peines, ses projets, ses espoirs, pendant qu'une sourde angoisse commence à m'envahir le cœur, l'esprit. Depuis maintenant plus d'un mois, séparé de ma femme et des enfants, je commence à douter de leur retour en France. J'en fais part à Miron, qui le lendemain me prend en photo, assis sous le panneau qui annonce le nom d'un village, Espère. C'est en Bretagne, à Bénodet, que je reçois la dernière lettre de Mary, m'annonçant son désir de divorcer. Tout notre projet de vie s'écroule. Je quitte précipitamment la maison de la Pointe du Vent, rentre en voiture au Bertrude, vends la bagnole pour payer un billet d'avion et confie mon plus fidèle ami, Xil, mon chien, à Madame Morte, à Madame qui demeure à Montcarnet, de l'autre côté de la Dordogne. Et là, bon, l'avion se pose à New York et il poursuit, il nous raconte, bon, sa déception. Donc, ça, c'est le premier tome de Le bruit court, son autobiographie poétique. Et je vous montre le manuscrit en 2 tomes. Je vais vous montrer le premier tome. Le manuscrit original. Voilà. Et ce manuscrit original, ce qui est assez, alors, une table des matières, écrit à la main. Ben, en fait, tout est écrit à la main. Là, j'ai capté le nom d'Henri Miller. Alors, tenez, vous voyez, Alors, dans ce manuscrit en 2 tomes, ce que nous dit le libraire François Côté, qui m'a vendu. Alors, vous voyez, je vous montre le 2e tome. Alors, vous voyez, regardez, petite rature. Alors, ce que nous indique François Côté, c'est que la version manuscrite plus exhaustive et comportant d'importantes variantes de ces mémoires qui paraîtront entrecoupées d'entr'actes dans une lettre préface de Marc Desjardins en 2005. Le volume 1 couvre la période 1927-1956. Le volume 2 couvre la période 1956-2002. Intéressante version comprenant de nombreuses ratures et corrections. Alors, je suis absolument ravi de posséder ce manuscrit-là. Dans ma collection, je possède très peu de manuscrits, mais j'en ai quelques-uns. J'ai des lettres d'écrivains, j'ai des lettres... j'ai pas mal. En tout cas, peut-être, je sais pas, peut-être une centaine de lettres ici et là d'écrivains. Et des manuscrits, j'en possède quelques-uns. Alors,
Au Québec, le marché des manuscrits est peu prisé, je dirais. En fait, la bibliophilie est peu prisée en général. Je sais bien, je ne devrais pas dire ça. C'est pas. Il y a, je connais quelques bibliophiles, évidemment, mais sommes très, 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 très peu nombreux. En fait, j'aurais envie de dire qu'il y a un océan qui sépare le marché de la bibliophilie québécoise et le marché de la bibliophilie européenne ou américaine. C'est c'est ça aussi, l'aliénation. On va... euh, Ouais, c'est aussi ça, l'aliénation. L'espèce de... Même des gens très, très lettrés, euh, formés à l'université ou euh, se piquent de ne pas avoir de livres. Et pour des raisons euh, presque religieuses, les livres, on les accumule pas. C'est comme un privilège de classe ou, ou un truc de mauvaise conscience, en tout cas. Mais, et combien de fois j'entends dire, euh, ça sert à rien d'avoir une grosse bibliothèque, ça sert à rien d'avoir des livres, on les emprunte à la grande bibliothèque, c'est un privilège de bourgeois. Et c'est des gens là, qui ont... Et ces propos-là, ils sont tenus par des gens qui sont formés là, intellectuellement. Ou encore, je ne suis pas bibliophile. Moi, je travaille dans des livres. Alors, ouais, mais on ne travaille pas dans les livres. C'est les livres qui nous travaillent. Et puis, ils nous travaillent au corps. Là. Ils nous travaillent, hein. Ils nous travaillent au corps à corps. Je ne vais pas retourner dans la neige pour vous montrer ça, là. Mais, et 32 minutes avec la première partie. Euh, Où est-ce que je vais faire? Tenez, comme la première partie finit abruptement, je vais vous offrir cette première partie en premier et je vais vous offrir en deuxième la première partie. Vous voyez un peu le truc? Et je vais renvoyer les deux vidéos en bas d'écran de chacune des vidéos. Alors voilà, comme ça, on sera bien confus, tout le monde ensemble. Et puis demain, je vais poursuivre. Alors, je vais poursuivre avec le travail de Marc Desjardins. Je vais vous montrer, peut-être vendredi, je vais consacrer peut-être toute une vidéo à Marc Desjardins, peut-être. Mais assurément, c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Je suis très admiratif de son travail. J'achète pratiquement chacune de ses publications lorsqu'il paraissent. Et certaines d'entre elles, certaines de ces publications-là, le tirage, c'est des petits tirages, 60 exemplaires, il s'écoule dans une soirée. Alors, et il y a des textes importants qui ont été publiés chez lui, dont le fameux Yvon Boucher, l'automatexte. Peut-être demain aussi, je vais vous montrer ouais, je vais vous montrer ça, la page couverte. Mais je ne vous lirai pas la préface que j'ai écrite pour lui, cet individu infréquentable. Aïe, 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 aïe. Tellement infréquentable. Ça a juste pas de sens. Mais il me fait rigoler. Mais je lui ai pas téléphoné pour lui dire parce qu'il m'a envoyé un exemplaire de la préface que j'ai écrit pour son livre. Préface il a changé des mots, il a mis d'autres mots. Il l'a rendu plus... Ben, il l'a bouchardisé, je dirais. Il l'a rendu plus trash. J'avais essayé d'être trash à son goût. Et... fréquenter les écrivains, là, c'est... Vraiment, là, c'est pas une sinécure. Hein. Vaut mieux les lire. Alors, c'est tout. C'est tout. Et à demain. Hein? Visiblement, je n'arrête pas. Il m'est venu une autre idée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai terminé la lecture de Duplessis et est encore vivant, de Pierre B. Berthelot, qui est un livre pas mal extraordinaire. Alors, je vais être content samedi soir, vu les difficultés alors de connexion avec le Facebook Live. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Alors, on va commencer par un Facebook Live. On va aviser la poignée d'auditeurs que c'est possible que ça s'interrompe d'un coup sec.
Et à ce moment-là, on va simplement l'enregistrer sur l'ordinateur et après, on va le téléverser sur YouTube en 2 parties. Mais ça promet d'être pas mal intéressant. Il y a eu un accueil critique très, très, très favorable à Radio-Canada, Michel Desautels, et Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Montréal lui a consacré un papier important. Alors, c'est bien écrit. Il y a quelques trouvailles stylistiques que j'ai relevées. Il va sans doute apprécier que j'ai moi qui ai l'oreille littéraire davantage que l'oreille politique ou philosophique, il va sans doute apprécier que j'ai trouvé dans son texte quelques petites perles, quelques petites trouvailles où visiblement il s'est fait plaisir, en tout cas. Mais en tout cas, je l'ai terminé et je me faisais donc cette réflexion-là. Peut-être cette séquence de vidéos qui a commencé le 8 ou le 9 janvier, on est le 24 aujourd'hui, je vois pas comment ça va s'arrêter. C'est enclenché quelque chose dans mon esprit. Et je me disais, pendant que je faisais cette lecture-là, j'ai terminé avec beaucoup de plaisir, que je ne lisais plus pour moi tout seul. Maintenant, je lis pour les autres aussi. Alors, en espérant, même pas que ça vous donne le goût de lire les livres dont je parle dans mes vidéos, mais que ça vous donne le goût de continuer à lire. Hein? C'est ça, au fond, mon projet. Et puis, je suis libraire, c'est vrai, mais l'incongruité de ma démarche, la bizarreté de ma démarche, c'est que je ne propose pas à la vente dans ma librairie les livres dont je vous entretiens. Alors, c'est pas, c'est de l'anti-marketing, c'est de l'anti-vente. Un type, pendant 40 minutes, va vous parler d'un livre et pour finir, pour vous dire qu'il ne l'a pas dans sa librairie. Et qui va vous inviter à l'acheter n'importe où, littéralement, parce que, bon, vous m'avez jamais entendu rouspéter contre Amazon, par exemple. Jamais. Bon, il faut quand même pas oublier que Jeff Bezos, c'est quand même à la base, c'est un libraire, alors on ne chiale pas contre... On ne rouspète pas contre les confrères, mais pour moi, tout ça, c'est pas important. D'où ils viennent, qui les vend. L'important, c'est de les avoir entre les mains. L'important, c'est le temps qu'on leur consacre et l'important, c'est comment ils nous travaillent. Alors, c'est ça qui compte. Le reste, les chemins, euh, tout ça, c'est des questions secondaires. Hein. J'avais envie de vous parler un peu de la pandémie, réflexion que je me faisais, mais je vais vraiment conclure là-dessus, là. Je regarde l'heure. C'est pas une crise sanitaire. C'est une crise métaphysique. Ça, pour moi, c'est clair. C'est une crise métaphysique et évidemment, c'est une crise collective où chacun est renvoyé à sa propre condition. Et c'est là que ça devient une crise métaphysique. C'est une crise de notre mode de vie. Notre mode de vie, nous sommes plusieurs depuis très longtemps à savoir qu'on vit sur du temps emprunté. On va tout faire pour que rien ne bouge. Et tous les efforts que nous allons faire pour que rien ne bouge vont aggraver la situation. Est-ce que les rapports de force vont faire de telle sorte qu'on va être écrasé, qu'on va être réduit, qu'on va avoir un pouvoir d'achat qui va diminuer, qu'on va travailler dans des conditions de plus en plus difficiles pour des salaires de moins en moins élevés? Je ne m'avance pas, mais il y a 2 phénomènes en tout cas qui se passent ici en Amérique. C'est que la bourse caracole, hein, n'est-ce pas? Et le prix des maisons s'envole. Alors, c'est comme... Et pourtant, tout est fermé. Euh, les programmes gouvernementaux viennent à échéance qui ont permis de soutenir certaines activités économiques. Mais il y a quelque chose qui n'entre pas en compte. Et tout cet argent-là imprimé, hein, déversé, en fait, c'est un jeu d'écriture. Dans le cas du Canada, je pense que c'est 400 milliards de dollars qui a été mis, hein, qui a fait que la dette canadienne, en fait,
a explosé, eh bien, tout cet argent-là, il cherche un endroit. Là, hein. Ce flot d'argent-là, eh bien, il cherche un endroit pour s'épanouir. C'est la brique et c'est la bourse. C'est le réel et c'est le virtuel, mais le réel, de plus en plus de gens, eh bien, eux s'accrochent à des emplois précaires, pendant que d'autres s'endettent massivement pour se porter acquéreurs de maisons, et d'autres sont convaincus que la bourse va s'épanouir jusqu'au ciel. Alors, si jamais il y a un crash systémique et que ces deux secteurs d'activité économique flanchent en même temps, je pense que la pandémie va avoir eu l'air d'une balade en promenade un dimanche d'été. Ben voilà. Crise métaphysique, crise de sens, on est renvoyé à nous-mêmes, on est renvoyé à ce qu'on désire vraiment, parce que l'être humain, des besoins, on en a très peu. Manger, dormir, travailler, faire l'amour. Mais nos désirs, eux, sont infinis. Et nous sommes des êtres de désir. Alors, une fois que les besoins sont comblés, ça ne nous satisfait pas. Et l'espèce humaine est une créature qui n'aime que les artifices. Qui n'aime que les artifices et qui est hyper ingénieuse. Hein? La sonde qui a atterri sur Mars, là, pouvait entendre le son de la planète, les vents de la planète Mars. Écoutez, c'est quand même assez extraordinaire, non? Ben voilà. Et ça, on va continuer notre exploration. On aurait beau crouler sous les difficultés, on aurait beau... La quête, elle ne s'arrête jamais. Et c'est comme ça que notre esprit fonctionne. Ballotté par la peur, pulsé par le désir. Merci, bonne soirée, c'est assez. 42 minutes plus l'autre 10. On est bon encore pour un 50, 60 minutes. Intarissable, ce libraire. Intarissable. Faites-le taire, quelqu'un. Faites-le taire.